Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, on va regarder un épisode de la série La famille tout écran qui a pour objectif de donner des éclairages utiles et des conseils pratiques à tous les parents quant à l'usage du numérique au sein des foyers. On regarde un épisode ensemble juste après ça. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Alexandra De Villers qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? On va parler de Parcoursup et notamment comment on est recruté. Effectivement, et c'est important. Et puis, proche d'un zéro pointé, la France continue de chuter dans le classement PISA, vous savez, ce classement international qui teste les élèves de 15 ans dans le monde entier. Résultat publié ce 5 décembre. Comment en est-on arrivé là ? Voilà l'une des questions qu'on va poser à notre invité du jour, Thierry de Vulpilière. Bonjour. Bonjour Bienvenue Philippine. sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Évidence B. On en parle, si vous le voulez bien, dans un instant, juste après le focus. Ça s'appelle la famille tout écran. Pour sensibiliser enfants et parents à l'usage du numérique au sein des foyers, notre partenaire, le Clémy, nous propose cette série qui invite à un usage maîtrisé du numérique. On regarde ensemble un épisode. Salut ma chérie. Bonsoir. Pas de bol, c'est l'ex de Myriam. Écoute, Juliette est grande, fais-lui confiance. Elle a le droit d'utiliser ses écrans jusqu'à 20h. Si elle a fait ses devoirs, c'est parfait. Le filet de pintade truffé sur l'écrasé de pommes de terre sont au four. Et il est pour deux, je précise. C'est pas facile. Elle est ado. Moi, j'avais pas de téléphone à son âge, alors je suis un peu paumé. Hey papa, tu fais quoi ici? Non, parce que j'avais préparé un repas et je On parle de ton temps sur les écrans. Je me mets d'accord avec ta maman. C'est important qu'on ait les mêmes règles, même si tu as deux maisons. J'arrive pas à dormir, vous faites trop de bruit. Papa, j'ai encore faim. Je peux venir avec vous, sinon j'ai trop peur toute seule dans ma chambre. Et pour la pintade? Ah oui, je veux bien goûter ton plat. On est bien là, hein? Si vous êtes séparés, essayez de trouver des points d'entente sur la gestion des écrans et intéressez-vous au contenu que vos enfants regardent. C'est important pour leur équilibre. Est-ce qu'on lui laisse son téléphone le matin avant d'aller au lycée? Et merci d'avoir fait profiter tout le monde de ton excellent repas. Tiens, amour. L'OCDE a publié le 5 décembre dernier son enquête PISA qui évalue les compétences des élèves de 15 ans dans le monde entier et qui inquiète malheureusement. Vous le savez, le niveau général des petits Français est en baisse. La France n'y échappe pas et les inégalités scolaires se font de plus en plus nombreuses. Alors quelles sont-elles et comment y remédier ? Voilà l'une des questions qu'on va poser à notre invité du jour dans la première partie du talk. Et à nos côtés aujourd'hui pour en parler, je disais donc notre invité Thierry de Vulpilière. Vous êtes le cofondateur d'Évidence B. Je l'ai évoqué Thierry en introduction, le verdict est sans appel. L'enquête internationale qui sert de référence au gouvernement sur les enjeux d'éducation dresse une très mauvaise note à la France. Pour répondre à ces enjeux, Évidence B, votre start-up, propose une application aussi inédite qu'innovante, à la fois destinée aux professeurs et aux élèves. Si vous voulez bien, juste avant de nous présenter ce que vous faites, quelle a été votre première réaction face à l'annonce de ces résultats de PISA ? PISA, donc ça remonte à un certain nombre d'années, enfin début des années 2000, et on peut dire qu'il n'y avait pas excessivement de surprise, puisque la baisse est assez continue pour la France. Et cette enquête est internationale, mais elle est portée par un département qui s'appelle la DEP au ministère de l'Éducation, qui elle-même fait des études régulières. Et en fait, il y a des tests de positionnement à l'entrée de seconde. PISA, c'est 3e seconde, les élèves. Et les tests de positionnement à l'entrée de seconde en mathématiques et en français indiquent déjà ce décrochage et ces faiblesses chez les élèves. Donc, ça n'est pas une surprise. L'ampleur de la chute l'est davantage. C'est vrai que ça vient après les années Covid. Donc il y a eu des baisses un peu partout, mais ça n'a pas été
partout. Et la France, ça a été 14 points en mathématiques, donc c'est particulièrement plus fort. Et puis, il y a d'autres signaux qui alertent. Souvent, on avait Vous savez, la France, quand il y a une enquête internationale qui donne des mauvais chiffres, on dit c'est l'enquête qui n'est pas bonne parce que c'est pas nous. Donc là, ce discours s'affaiblit. Et on avait encore régulièrement un contre-discours en disant on a des médailles Field, on a des écoles d'ingénieurs extrêmement brillantes, etc. Donc voilà, tout le monde, il n'y avait pas consensus. Et là, y compris en tête de classement, les bons élèves ont baissé également. Donc là-dessus, le coup est solide et robuste. Et puis, il y a un autre aspect qui est moins la discipline, qui est toujours cette promesse républicaine, l'école pour tous, et cet ascenseur social qui se bloque. Effectivement, c'est votre condition de naissance qui détermine massivement votre succès dans le système. Donc voilà, il y a un certain nombre d'alertes qui sont fortes et que je pense, effectivement, l'ensemble des politiques et le ministre ont entendu. Alors, pour répondre justement à ces alertes, je le disais, vous avez donc créé, Thierry, Évidence B, et vous avez récemment levé 4 millions d'euros pour lutter contre le décrochage scolaire. Vous ne cessez de faire la une des journaux depuis quelques semaines, puisque votre système mis à seconde a été choisi par Gabriel Attal lui-même, le ministre de l'Éducation nationale, pour accompagner les élèves de seconde sur 2 matières fondamentales, le français et les mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste MIA seconde? Alors, avant de vous dire exactement en quoi ça consiste, je fais un peu de rétro-pédalage sur comment MIA seconde est arrivé. Il n'est pas sorti du chapeau. Il se trouve que j'ai évoqué les enquêtes de positionnement de la DEP, et suite à ces enquêtes, le ministère de l'Éducation avait décidé d'ouvrir un marché pour une solution de remédiation face à ces difficultés en mathématiques et en français. Donc c'est un marché qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, où on demandait une ressource innovante pour aider à lutter contre ce décrochage. Tous les candidats, enfin toutes les entreprises d'éducation pouvaient postuler. On était en finale face à 2 gros éditeurs de la place, et Évidence B a gagné avec DocaPost. Donc ça, c'est pour remonter en histoire. C'est un travail, on va dire, du ministère qui a de la consistance. Ensuite, il y a beaucoup de marchés pour le ministère, et effectivement, Gabriel Attal et son équipe ont sélectionné parmi les différents produits qu'ils avaient à disposition cette offre de remédiation avec plus de 20 000 exercices, 7 algorithmes, donc une puissance de l'intelligence artificielle. Un transfert de recherche, Évidence B, c'est l'Evidence-Based Education, l'éducation fondée sur les preuves. Et donc, c'est cette agrégation de laboratoires de recherche. Il y a 14 laboratoires de recherche derrière MIA seconde qui, finalement, va dans cette ligne qui est celle de PISA, qui est celle de documenter ce qu'on fait. PISA documente ce qui dysfonctionne. Il faut documenter ce qu'on propose comme remédiation. Donc, cette démarche par la preuve, par la science, et fait aussi partie de ce qui a été plébiscité dans MIA seconde. Vous proposez donc cette application, on peut appeler ça une application, un logiciel? C'est une application, alors à la fois ça sera accessible sur tous les ordinateurs, les Mac, les PC, et dans les stores, dans tous les stores, il y aura bien une application pour smartphone, tous les smartphones, puisqu'on se destine surtout aux lycéens, et on sait qu'ils ont greffé à la main un smartphone, donc c'est pas si mal d'avoir une application. Évidence B fonctionne notamment grâce au principe d'adaptive learning. Qu'est-ce que c'est l'adaptive learning? Alors l'adaptive learning, ça veut simplement dire que l'exercice s'adapte au niveau de chaque élève. C'est la personnalisation. On a l'école pour tous. Ça a été la massification des systèmes. Et ce qu'on cherche, c'est l'école pour chacun. Que chacun puisse progresser à son rythme en fonction de ce qu'il connaît ou pas. Et donc l'adaptive learning, c'est ça. C'est de dire qu'on va pouvoir avoir une vraie personnalisation. Il y a eu une première génération d'adaptive learning qui était adossée à ce qu'on appelle des arbres de la connaissance. Pour adapter l'exercice, on conçoit la discipline, les mathématiques comme un arbre. Il faut d'abord apprendre l'addition, puis la soustraction, puis la multiplication. Et puis, suivant là où vous en êtes, dans l'arbre ou dans l'escalier, on va vous proposer la marche d'après. Simplement, c'est bien pour les informaticiens, mais c'est faux d'un point de vue de la science et des disciplines. Les mathématiques ne sont pas un arbre, la grammaire n'est pas un arbre. On a des connaissances, on va dire, par domaine. Donc, on sait comment s'organise un petit peu le sens des proportions, le sens du nombre, le sens du verbe. De là à faire un arbre fixe pour toute la planète, non. Ça évolue en permanence. Les programmes, d'ailleurs, évoluent. Et donc, cette nouvelle génération d'adaptive learning qu'amène Évidence B, c'est le fait que les algorithmes qu'on a derrière, ils sont adossés aux dernières recherches sur comment fonctionne la connaissance des matières principales. Et donc, dans les 14 laboratoires de recherche, il y en a 2 qui sont sur l'IA, mais l'essentiel, ce sont les sciences cognitives. Comment le cerveau humain, comment le cerveau des enfants a ce sens du nombre ou ce sens de la phrase, pour essayer de coller au plus juste
sur comment ça fonctionne chez l'enfant. Et en collant en plus juste, on a plus de chances de rattraper les élèves là où ils en sont, à partir de quand ils décrochent. Et les algorithmes, eux, vont essayer, par tâtonnement, de toujours être au plus près de chaque enfant. Voilà, un peu en bref, mais je peux en dire beaucoup plus. Je le sens, ça change tout, effectivement, Alexandra, cet apprentissage adapté à chaque élève pour leur progression. Bien sûr, quand on est aujourd'hui enseignant, on a des classes de 30, 32, 35, on a une hétérogénéité très forte entre les élèves. Donc, on leur propose un enseignement qui convient on va dire, au plus grand nombre. Et forcément, on en laisse de côté. C'est inévitable. Et c'est là, justement, que vous agissez, effectivement, Thierry. Vous le savez, le gouvernement français compte passer à la vitesse supérieure en matière d'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement. Gabriel Attal lui-même ajoute par ailleurs, je cite, « La France sera ainsi le premier pays du monde à généraliser à l'ensemble d'une salle de classe un outil d'élévation du niveau fondé sur l'intelligence artificielle. » Quand il parle de cet outil, il parle du vôtre. Rendre accessible l'intelligence artificielle et votre outil au service de tant d'élèves en France, qu'est-ce que ça vous fait? C'est pas un peu vertigineux? On fait cette entreprise pour ça, et comme on se déploie aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique, et on a 3 personnes à Singapour, donc le vertige peut aller encore plus loin. Il y a 1,8 milliard d'élèves qui décrochent aussi partout dans le monde. Donc voilà, le besoin d'aider tous les élèves n'est pas tari. Et c'est vrai que c'est courageux. Enfin, c'est le premier pays qui fait ça. On a testé dans différents pays les déploiements qui ont été faits. Vous avez des solutions avec de l'IA, vous avez des solutions avec de l'IA un petit peu, on va dire, générique, fonctionnelle, mais dans une discipline généralisée par un ministre de l'Éducation sur toute une cohorte. Je n'ai pas vu d'autres exemples. Donc c'est particulièrement puissant. Et on est assez content, effectivement, de ces algorithmes qu'on propose, qui ne sont pas les modèles de langage seuls. C'est beaucoup plus riche que ça. Vous nous attribuez à Évidence B ce succès, qui est un succès, du coup, collectif. Encore une fois, je l'ai dit, on a répondu avec DocaPost, qui est un partenaire de confiance sur la data. Il y a plusieurs startups, 14 laboratoires de recherche, 15 associations d'enseignants. Donc voilà, je représente un collectif qui est très content de faire MIA Seconde pour février prochain, puisque c'est la date d'ouverture. C'est là que ça commence, effectivement, pour les élèves et qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Voilà. Vous travaillez aussi à l'international. On imagine donc que votre logiciel est une grosse machine. Évidence B, ça veut dire que vous suivez les programmes spécialisés, préconisés par chaque éducation nationale dans chaque pays dans lequel vous êtes implanté? Alors, excellente question. Quand on est sur le scolaire, en fait, une des difficultés des entreprises sur le scolaire, c'est que chaque pays a son programme. Et d'une certaine manière, quand vous êtes éditeur scolaire, un éditeur scolaire français ne vend pas son manuel en Belgique. Donc, il y a quelque chose de très local dans cette industrie. C'est pour ça qu'il y a des techs qui commencent sur le scolaire et qui vont vers l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle face à cette difficulté. On ne fait pas, nous, des modules à partir des programmes scolaires. On fait du transfert de recherche en sciences cognitives, comme je l'ai évoqué. Comment le cerveau des humains a le sens du nombre. Et ça, c'est universel. Au Ghana, en Finlande ou en France, le sens de la proportion, c'est les mêmes mécanismes. Même si ensuite, chacun, on va avancer à notre manière. Et pour attester ça, nous, on a été incubé à Londres dans un programme qui s'appelait Educate par l'UCL. Le premier module qu'on a développé s'appelait Adaptive Fraction, et ensuite il y a un marché qu'on a gagné avec le ministère de l'Éducation qui s'appelle Adaptive Math. C'est avec des chercheurs en Allemagne d'un labo qui s'appelle l'Institut Max Planck à Berlin, et ensuite on l'a déployé d'abord à Singapour. Donc pour montrer que tous les pays du monde apprennent les fractions, et ces modules adressent cet apprentissage des proportions, quel que soit le système. Ensuite on va essayer de s'ajuster aux différents curriculums, mais on n'est pas un éditeur scolaire, donc on n'est pas couvrant, on ne va pas couvrir tout le curriculum de chaque pays. En revanche, ce que découvrent, c'est récent les sciences cognitives, ça a moins de 30 ans que cette boîte noire qu'est le cerveau commence à expliquer un peu ses mystères, mais il se trouve que c'est sur ce qu'on appelle les core knowledge, donc c'est des éléments qui sont très structurants, très fondamentaux, et qui sont en fait à l'origine de beaucoup des décrochages. Donc même si c'est modeste, si vous écoutez ces chercheurs, ils n'ont pas l'impression qu'ils vont tout expliquer, mais les zones où ils savent dire comment ça fonctionne, pourquoi ça dysfonctionne et comment y remédier, ça touche les savoirs fondamentaux. Donc voilà un petit peu la clé de cette affaire. La clé de cette affaire. On va continuer à l'évoquer justement, cette clé, avec l'intelligence artificielle dans l'éducation. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. Hold up. Let's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica.
If we want to learn more about the memory, we can do so. It's 1.5 terabytes. So we can move around. Here's an example of gravitational fields. The moon is orbiting the Earth using our physics editor. It's all user-generated. And I feel like it's such a great way to, from an educational... It's my life, it's now or... 3, okay, start. I swear if you mess up now. I'm gonna try. Yes, so I'm gonna try backwards. That's why he's going backwards. So cool. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Thierry de Vulpillière, le cofondateur d'Évidence B. Thierry, si vous le voulez bien, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, aujourd'hui vous nous parlez recrutement sur Parcoursup parce que là aussi c'est tout un programme. Bien sûr, effectivement, et on le sait, Parcoursup fait peur aux familles, aux lycéens, aux étudiants, donc c'est très important de savoir à quelle sauce on va être mangé, c'est-à-dire comment on va être recruté. Comment sont sélectionnés justement ces candidats parmi toutes les formations qui sont proposées sur Parcoursup ? Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les formations gardent la main. C'est elles qui décident vraiment des critères de sélection. Parcoursup permet de mettre en relation des candidats et des formations. Le premier critère, en tout cas pour beaucoup de formations, ça va être le niveau scolaire du lycéen, bien sûr, c'est-à-dire son dossier scolaire. Le dossier scolaire, de manière globale, va reposer sur les bulletins de première, les 3 bulletins de première, si on est en trimestre, et les 2 bulletins de terminale. Donc, évidemment, les moyennes sont extrêmement importantes, mais pas seulement, c'est aussi le rang de l'élève dans la classe. Et ça, bien sûr, c'est sur Parcoursup. La sélection est donc exclusivement axée sur les résultats scolaires du jeune, moins sur ses activités extrascolaires, par exemple ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a le dossier scolaire, comme on vient de le dire, les notes, aussi les épreuves de français qui entrent en ligne de compte, mais pas seulement. Les appréciations des professeurs sont absolument essentielles. Et ça, beaucoup de lycéens ne s'en rendent pas vraiment compte. Toutes ces appréciations, on va les retrouver sur ce qu'on appelle la fiche à venir. La fiche à venir, on ne sait pas toujours ce que c'est, donc je vais essayer de vous expliquer. Pendant l'année de terminale, pendant le mois de mars, quand le jeune a fait ses vœux, eh bien, chaque professeur de la classe de terminale va remplir une appréciation directement sur Parcoursup qui est différente de celle qu'il met sur les bulletins trimestriels et qui va, si vous voulez, évaluer la capacité du jeune à réussir dans le supérieur. Ensuite, c'est le professeur principal qui prend la main et qui va indiquer un certain nombre de choses, notamment est-ce que le jeune est autonome, est-ce que le jeune est investi dans la classe, participe, donc l'attitude du jeune est essentielle. Et pour finir, c'est le chef d'établissement du lycée qui va mettre un avis. Donc, il a le choix entre réservé, assez favorable, très favorable. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que, plus une appréciation, ce n'est pas que un avis, l'appréciation du chef d'établissement est extrêmement regardée par les formations. Est-ce qu'un bon niveau en langue, par exemple, peut aussi faire la différence entre 2 candidatures ? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Pour certaines formations, et de plus en plus, eh bien, le niveau de langue, notamment d'anglais, va être absolument regardé par les formations. D'ailleurs, certaines formations exigent une certification de langue. C'est souvent l'IELTS ou le TOEFL, et elles exigent clairement un niveau, par exemple 6,5 pour l'IELTS, pour certaines écoles de commerce. D'autres ne l'exigent pas, mais recommandent d'avoir un score dans ce genre de certification. Donc, si vous avez un bon niveau d'anglais, moi, je vous conseille, les lycéens, de passer l'IELTS et de le valoriser dans votre Parcoursup. Et le mettre dans la lettre de motivation aussi, je crois que c'est important. Alors oui, soit dans la lettre de motivation, soit dans les rubriques activités dont nous allons parler. L'indiquer, effectivement, voilà. Je spoil. Le profil de l'élève, c'est-à-dire ce qu'il est en dehors de ses notes, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte par Parcoursup aussi ou pas du tout ? C'est tout à fait pris en compte, encore une fois, différemment selon les formations. Donc une fois que les formations ont sélectionné les bons dossiers, eh bien, si elles ont encore trop de candidats, ce qui leur arrive souvent, elles vont aller regarder un petit peu ce qu'ils sont en dehors de leur dossier scolaire. Et heureusement, les jeunes ne sont pas que des élèves, ce sont aussi des êtres humains, donc c'est vraiment intéressant. Pour cela, Parcoursup a prévu 4 rubriques très importantes que le lycéen ou l'étudiant va pouvoir rédiger en 1500 caractères
espace compris et pas un de plus. Ces 4 rubriques sont les suivantes. La première, ce sont les expériences d'encadrement. Si vous vous êtes investi, par exemple, vous avez passé le BAFA, vous entraînez des plus jeunes, eh bien, mettez-le, c'est vraiment très intéressant pour les écoles. Si aussi vous vous êtes engagé dans votre lycée, vous êtes délégué, éco-délégué, vous faites partie, par exemple, du conseil de vie lycéenne, ou si vous êtes investi dans une association, les formations adorent voir que vous avez fait autre chose que travailler. Bien sûr. Ensuite, la troisième rubrique, ce sont les activités professionnelles, vos stages de troisième, de seconde, vos petits jobs d'été, ou autre chose, si vous avez créé une petite revente de basket, ça arrive souvent, eh bien, mettez-le. Dernière rubrique, c'est l'ouverture au monde des lycéens et des étudiants. Qu'est-ce que vous avez fait en dehors de l'école? Est-ce que vous avez des activités sportives, artistiques? Est-ce que vous avez appris une autre langue vivante que celle que vous apprenez à l'école? Tout est bon à indiquer dans ces rubriques Parcoursup. Et ces rubriques font donc la différence entre 2 candidats aux résultats similaires, hein, c'est ce que vous nous dites. Mais bien sûr, une formation qui a le choix entre 2 élèves, on va dire à niveau équivalent, elle va aller vraiment scruter ça, pour 2 raisons. La première, si c'est une formation extrêmement exigeante en termes de niveau, eh bien, elle va se demander, est-ce que ce lycéen, qui a de très bons résultats, il a fait autre chose? Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il a du potentiel. Ça veut dire qu'il en a encore sous le pied, comme on dit. Et puis, la deuxième raison, pour notamment des écoles, elles souhaitent des lycéens des étudiants qui vont s'investir dans l'école, qui vont faire vivre l'école. Si le jeune, on voit qu'il a participé à des associations, qu'il est déjà délégué, on se dit, ça va être un super étudiant. C'est-à-dire qu'il va faire vivre l'école. Donc c'est essentiel, c'est très important. Au-delà, Alexandra, des conseils que vous venez de donner à tous ces lycéens et étudiants qui s'apprêtent à postuler sur Parcoursup, parce qu'il y en a un dernier, avant la date critique du 17 janvier 2024 ? Alors, oui, moi, ce que je conseille toujours aux lycéens, c'est de bien se renseigner. Parcoursup, très décrié, vous le savez, c'est une mine d'informations absolument énorme. Donc, lycéens, allez regarder les attendus de chaque formation et mettez l'accent sur ce qu'elle demande, sachant qu'elle ne demande pas toutes la même chose. Donc il faut passer du temps sur Parcoursup. Et ben voilà, c'est la clé. Merci beaucoup, en tout cas Alexandra, pour cette chronique. Et puis nous, on lance tout de suite la deuxième partie du talk ensemble. On le voit, face à la dégringolade de la France dans les classements internationaux en éducation, des solutions existent et elles sont même made in France. On continue d'en parler avec notre invité Thierry de Vulpillère, cofondateur d'Evidence B. Est-ce que PISA, ces tests internationaux qui touchent, on l'a dit, les élèves de 15 ans un peu partout dans le monde, ils sont vraiment pris au sérieux en France par l'administration, Thierry ? Au fil du temps, la position qui était de dire ce sont des tests anglo-saxons, qui sont sur des formes de questionnement qui ne sont pas familières aux examens français, et donc PISA ne reflète pas le niveau français. Au fil du temps, cette position est de plus en plus difficile à défendre. Donc il y a une forme de consensus. On voit le ministre qui en a fait une affaire extrêmement sérieuse avec ses conférences de presse. Donc il y a et j'étais ce week-end avec le Forum des enseignants innovants du café pédagogique, c'est un autre groupe d'enseignants, etc. À tous les étages, j'ai envie de dire, il y a une sorte de certitude que ce que dit PISA est vrai. Néanmoins, dans le système, et quand on développe une ressource comme MIA Seconde, on est en confrontation avec tous les experts. Et il y a encore des experts qui minimisent l'impact, qui trouvent, vous allez entendre là dans les résultats sur PISA, il y en a beaucoup qui mettent l'accent sur le fait que c'était le Covid, et même si la France est beaucoup plus basse que les autres et que tout le monde a eu le Covid, donc il y a des explications pour trouver des excuses, et on passe vite au sujet suivant, que ce soit l'OCDE, qui est un organisme particulier, donc il y a un certain nombre de personnes effectivement qui plutôt de se dire oui, effectivement, il y a un problème sur les mathématiques et sur le français, ou et également un problème de mobilité, donc de certaines catégories d'élèves qui décrochent et qu'il faut le prendre au sérieux. Voilà. Et dans une administration comme il y a 1 million de personnes, il s'agit, quand vous faites des ressources comme ça, quand vous faites une politique, c'est d'accorder au maximum ces différentes divergences. Là, en l'occurrence, MIA Seconde, c'est un pari qui est très fort, qui est assez engagé, qui est derrière cette partie de la recherche issue des sciences cognitives, qui est une recherche qui est très optimiste, en fait. Les chercheurs qui travaillent sur les mathématiques disent le cerveau humain, il est doué pour parler, il est doué pour compter
monter. Et donc, il n'y a pas de raison, pour les chercheurs avec lesquels on travaille, qu'un élève ait 4 en maths. Ça n'est pas possible d'un point de vue cognitif. Donc, il y a évidemment des manières d'approcher ce sens du nombre ou ce sens des proportions et petit à petit monter jusqu'aux probabilités. Donc, si on suit bien ce cheminement de la façon de fonctionner du cerveau, Daniel Handler, qui a créé le département d'études cognitives à l'École normale supérieure, fait une comparaison avec le bois. Si vous êtes menuisier et que vous voulez faire un beau meuble, il faut suivre les lignes du bois, sinon vous allez mal réussir votre ouvrage. Eh bien, le cerveau n'est pas une page blanche, il a le sens du nombre. Et si vous connaissez bien comment ça fonctionne, vous avez plus de chances de faire progresser l'élève à partir de ses prédispositions. Quelquefois, il faut aller contre, il y a du contre-intuitif, on le voit par exemple sur les soustractions, mais ce que font nos modules, qui sont très progressifs, eh bien, c'est d'essayer de suivre les lignes du bois mathématiques, si je puis dire, et pour donner à chacun sa chance, aller rattraper l'élève jusqu'où il est perdu et à partir de quel socle il maîtrise. Ça, c'est les algorithmes qui vont chercher la zone où l'élève a enfin une maîtrise pour être toujours mis à seconde. L'élève est toujours dans 80% de réussite, ce qu'on appelle la zone proximale de développement. On va lui proposer des exercices quand il maîtrise à peu près à 60% une zone, et il va monter et on va fermer des exercices quand il maîtrise à peu près à 90%. Donc il est toujours dans une tension de réussite, même si ces zones ne sont pas les mêmes pour chaque élève, et c'est ça qui est adaptif. C'est ça qui est à la fois adaptif et qui est une chance de réussite pour chacun. Et par rapport à une évocation que vous aviez sur l'hétérogénéité des classes, le défi, ça a été fait par l'INRIA, cet algorithme qui s'appelle un algorithme de bandiment chaud, de l'apprentissage par renforcement dans l'intelligence artificielle. Eh bien, quand un enseignant est face à une classe, il va distribuer des exercices simples au départ, et à un moment, il arrête de distribuer des exercices simples, et il ne peut jamais aller jusqu'à des exercices complexe. Alors que l'algorithme, d'une certaine manière, est stupide. Tant qu'il a un élève qui échoue sur des exercices simples, eh ben, il va lui proposer des exercices simples. Il va éventuellement même régresser. On a un autre algorithme qui s'appelle le wheel spinning. Le wheel spinning, c'est les petits rats qui tournent sur une roue dans les laboratoires. Et donc, quelquefois, l'élève peut être bloqué. Donc, l'algorithme le détecte pour essayer de lui proposer une autre zone sur laquelle il va retrouver de la confiance et être toujours dans cette tension de confiance et de maîtrise et de succès. Thierry, un autre de vos succès, c'est que vous arrivez aux États-Unis par le biais d'un concours que vous avez remporté qui s'appelle Tools Competition, je crois. Exactement. Tools Competition, c'est le plus gros concours de start-up d'éducation dans le monde. C'est financé par les grands philanthropes américains, la Gates Foundation, Eric Schmidt Foundation, Zuckerberg Foundation, etc. Donc, tout le monde entier candidate. Donc, au départ, on a candidaté, voilà. Et puis, au fil des étapes qu'on gagnait, voilà, et on a gagné. Il fallait gagner avec un bassin d'expérimentation, et c'est le School District de New York qui a décidé de travailler avec Evidence B. C'est le plus gros school district aux États-Unis. C'est 1 million d'élèves. Hein, c'est 1 million d'élèves. C'est 50% de free lunch. Free lunch, c'est l'analogue. Ça veut dire que le repas est gratuit. C'est des populations extrêmement défavorisées. C'est les REP+, d'une certaine manière. Donc toutes les contradictions du système américain s'y retrouvent. Les problèmes de décrochage, ils sont démultipliés. Et donc on fait comme ailleurs. On commence avec des randomized control test. On a un test sur AdaptiveMath, donc le produit qui a été financé par le ministère de l'Éducation. AdaptiveMath, c'est dans toutes les écoles en France en cycle 2. C'est ce même produit qui est maintenant à disposition des écoles américaines, avec des tests en double aveugle, des élèves qui utilisent, d'autres qui n'utilisent pas. Et on va être en septembre en Californie sur ce même AdaptiveMath, qu'on a aussi en test à Singapour et qu'on a vendu à Sanoma, qui est le plus gros éditeur européen, sous le nom de Mathemania. Donc les élèves italiens ont Mathemania. Donc c'est le même produit qui est effectivement dans plusieurs pays. Le monde est votre terrain de jeu en ce moment. Voilà, le monde est le terrain de jeu de beaucoup de gens, mais par une petite porte, on essaye d'aider les élèves un peu partout. Et voilà. Et ben voilà, merci. En tout cas, vous commencez par la France et c'est important d'en parler. Et la France nous soutient, les dispositifs du gouvernement. Et voilà, la France, quelquefois, a envie de pleurer, effectivement, sur le... Mais PISA, c'est pas très bon, mais ça peut remonter. Et on est là pour ça. Il y a un chiffre de PISA, quand même, qui est rassurant par rapport aux gens que vous recevez ici. Les élèves qui font... Parce qu'il y a les débats sur les écrans, etc. L'écran, le papier, une plaque de verre, c'est pas le vrai débat. Et les élèves qui font jusqu'à 1 heure de numérique éducatif par jour ont 14 points de plus dans les enquêtes PISA que ceux qui font pas ou ceux qui font beaucoup trop. C'est des résultats qu'on a en Estonie, c'était dans la conférence de Andrea Schleicher au moment de la remise de PISA, et c'est des chiffres qu'on a. Donc le numérique a un rôle pour aider ces élèves qui ont du mal. Et c'est important effectivement à souligner, c'est un chiffre absolument essentiel. Vous luttez contre le décrochage scolaire et les inégalités à l'école grâce aux sciences cognitives et l'intelligence artificielle. Voilà l'une de vos nombreuses missions, Thierry, et vous êtes
nombreux à pouvoir bénéficier. C'est à partir de février, vous nous disiez. À partir de février, françaises. généralisé en septembre. Et ben voilà, Thierry de Vulpillière, vous êtes cofondateur d'Évidence B. Merci infiniment d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Merci aussi à vous, Alexandra de Villers, pour cette chronique sur Parcoursup qui commence donc là dans les prochains jours. Aujourd'hui, 20 décembre 2023. On souhaite bonne chance et bon courage à tous les élèves. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Bonne journée.